Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, salut tout le monde, bienvenue dans ce web journal, cette petite capsule de Radio-Québec. J'ai pensé, on s'était dit qu'on allait se rencontrer dimanche prochain, mais j'ai des informations. En fait, je suis tombé hier sur un article du magazine Newsweek qui a ouvert une piste de réflexion sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Donc, on se demande tous, on s'est questionné, tout le monde, le 20 janvier dernier, je veux dire, on voulait savoir comment ça se fait que si l'élection avait été volée, comme ça semblait être le cas, avec les preuves qui avaient été déposées devant les législatures des États, les propos des spécialistes en cybersécurité, je veux dire, les preuves mises de l'avant par Sidney Powell, etc. Comment ça se fait si l'élection avait été volée de cette façon-là? Et pas seulement la présidence, c'est le Congrès aussi qui avait été volé là-dedans. Comment ça se fait que l'armée n'était pas intervenue et avait laissé, je veux dire, Biden être assermenté? On s'est rendu compte depuis qu'il y avait un certain nombre d'anomalies dans la présidence de Joe Biden qui ne semblaient pas avoir l'adhésion de l'armée. On va revenir là-dessus. Il y a des preuves supplémentaires, il y a je veux dire, des trucs invraisemblables avec la présidence de Joe Biden et la façon dont il est traité par les services secrets et l'armée. On verra ça dimanche, mais là, c'est ça. Donc, tout ça est comme tombé en place hier soir et je voulais vous faire part de cette réflexion-là. Comment ça se fait je veux dire, qu'il y avait des troupes à Washington? Si c'était pas pour, comme on le pensait, là, arrêter les coupables, qu'est-ce que les troupes faisaient là? On sait que, je veux dire, ça a été rendu public, là, le fait que Joe Biden, touchait des rétrocommissions de son fils pour vendre la politique étrangère américaine à des intérêts chinois. Hein, 10% to the big boy qu'on a retrouvé dans les courriels de Hunter Biden, etc., etc. Donc, comment ça se fait qu'un agent acheté par la Chine, installé aussi dans une œuvre de cyberguerre, hein, par la Chine, comment ça se fait qu'un agent chinois est installé au bureau Oval et que l'armée ne bouge pas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il y a des concepts que je veux mettre de l'avant, c'est-à-dire ceux qui suivent Radio-Québec depuis longtemps savent que Trump n'interrompt jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur, hein, selon la doctrine napoléonienne. N'interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur. Trump ne bloque jamais les initiatives de l'État profond, mais les redirige à son avantage dans une optique de l'art de la guerre. Donc, quand ils sont arrivés avec leur coronavirus, qu'est-ce que Trump a fait? Trump aurait pu, écraser cette histoire-là de coronavirus en montrant que les gens mourraient pas du coronavirus, mais avec le coronavirus, et qu'aux États-Unis, il n'y a pas 200 000 morts du coronavirus, c'est plus 300 000, 400 000. Là, s'il y en a quelques milliers, 10 000, 12 000, quelque chose comme ça. Même chose partout dans le monde, qu'ils ont changé. Trump aurait pu s'opposer au coronavirus assez facilement. Il ne l'a pas fait. Encore une fois, il a utilisé l'occasion qui lui était présentée par l'État profond pour accroître ses pouvoirs. Il a annexé la Réserve fédérale au département du Trésor. Il a opéré un certain nombre de trucs comme ça. La crise du coronavirus lui a permis de signer des ordres exécutifs et déclencher des processus de continuité de gouvernement qui allait lui servir dans la séquence de l'après-élection. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il n'a pas, encore une fois, selon les principes de l'aïkido, Trump n'arrête pas le mouvement adverse, ou les principes de l'art de la guerre. Là. Trump n'arrête pas le mouvement adverse, il le redirige à son avantage. Donc, la crise du coronavirus, il le redirige à son avantage. Même chose avec, par exemple, cette attaque du Capitole. Trump était au courant de l'attaque du Capitole qui se préparait des jours, voire des semaines à l'avance. Ça a été sorti par le FBI. Les gens discutaient de ça des semaines à l'avance. C'est une des raisons pour lesquelles l'impeachment de Donald Trump est tombé à l'eau, parce qu'ils n'ont pas été capables de démontrer que c'est Trump lui-même qui avait, avec ses paroles, déclenché ça. Il n'avait rien dit comme en tant que
incitation à la violence, mais que ces événements-là avaient été préparés des semaines à l'avance par l'État profond, les démocrates, etc. Qu'est-ce que Trump a fait? Il aurait pu arrêter l'attaque du Capitole, il aurait pu... mais non, il l'a utilisé à son avantage, laisser son ennemi se détruire lui-même, exactement. Il a utilisé ça à son avantage. Et il a déployé la garde nationale à Washington et ça lui a permis de signer encore une fois des ordres exécutifs spéciaux. Et c'est ce qu'on va voir immédiatement. Donc, je suis tombé sur cet article ici de Newsweek. Je sais pas, je vais peut-être... avant de tomber dans l'article de Newsweek, je vais vous montrer ça ici. Donc, ce que je pense qui est en train de se passer aux États-Unis avec l'article de Newsweek, là, donc on est en train d'assister à une opération sans précédent qui a été prévue longtemps à l'avance, n'est-ce pas? Donc, il y a premièrement cet ordre exécutif de 2018 que Trump ne semble pas avoir utilisé. Vous comprenez qu'en 2018, il savait déjà qu'il allait avoir de l'ingérence étrangère, une cyberattaque sur le territoire, sur les élections américaines. Okay? Et là, tout le monde s'est dit, comment ça se fait qu'il n'a pas réagi? Il a réagi. C'est juste qu'il a fait ça de façon clandestine, avec des ordres exécutifs. Okay? Donc, l'ordre exécutif de 2018 montrait qu'il savait longtemps à l'avance que tout cela allait se passer. Mais il y a aussi, le 7 août dernier, il y a une vidéo qui a circulé récemment sur Internet, où est-ce qu'on entend Trump dire je vais devoir disparaître quelque temps parce que j'ai des ennemis extrêmement dangereux. Alors, on va regarder cette vidéo-là et puis je vais vous en faire l'analyse parce que c'est très intéressant. Remarquez lorsque Trump parle, dans ce clip-là, Trump parle, il dit qu'il a réduit le coût des médicaments, il a coupé ce qu'on appelle the middleman, l'intermédiaire, et qu'en conséquence, il y a des gens très, très riches qui sont après lui, il y a des ennemis très, très riches, et qu'il va devoir disparaître quelque temps. Mais vous comprenez que, encore une fois, c'est comme dans tout, il y a toujours, je l'ai expliqué avec l'impeachment l'année dernière, en 2019, en 2020, il y a toujours deux trames narratives. Hein? Trump parle à un niveau, il parle du middleman, mais on sait c'est qui de middleman aux États-Unis. C'est entre la pharmaceutique et le patient. Il y a comme un intermédiaire qui fait des profits, mais ce dont il parle, c'est-à-dire des ennemis extrêmement riches et extrêmement puissants, ça ne peut pas être cet intermédiaire, parce qu'on les connaît, les intermédiaires. C'est les commerçants, c'est les assurances, etc. C'est pas des ennemis extrêmement puissants au sujet desquels il faudrait agir différemment, disparaître, etc. Trump a souvent ça dans ses allocutions, il a deux discours, c'est-à-dire qu'il parle à un certain niveau, il utilise un prétexte, j'ai coupé les coûts des médicaments, on coupe l'intermédiaire et donc on va faire des coûts, on va faire des économies. Puis après ça, il parle d'autre chose dans la même phrase. Il dit, j'ai des ennemis extrêmement riches, extrêmement puissants, et à cause de ça, je vais devoir disparaître. Donc, quand vous écoutez un discours de Trump, portez toujours attention au fait qu'il peut y avoir deux phrases dans la même phrase, deux significations dans la même phrase. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Je vous montre le discours et puis c'est une cinquantaine de secondes. C'était le 7 août dernier, je pense. But I've heard the term middlemen for a long time. They are so wealthy. They are so wealthy. Nobody has any idea who the hell they are, what they do. Là, il parle de l'intermédiaire dans la séquence du médicament entre le pharmaceutique et le patient. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit, ils sont tellement riches, on ne sait même pas qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Il parle pas de l'intermédiaire, là. Il parle des banquiers centraux, les hommes les plus riches de la planète, qui sont les ennemis de Donald Trump. OK? Je repasse la séquence. Réfléchissez au fait que, posez-vous la question, est-ce qu'il parle réellement de l'intermédiaire dans la chaîne de distribution du médicament ou il parle des banquiers centraux quand il fait référence au middleman? I've heard the term middlemen for a long time. They are so wealthy. They are so wealthy. Nobody has any idea who the hell they are, what they do. Personne ne sait qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Il parle pas des intermédiaires, là. On continue. They make more money than the drug companies. You know, in all fairness, at least the drug companies have to produce a product, and it has to be a good product. But the middlemen, well, the rebate that I'm doing cuts out the middlemen and it reduces costs, and the
money goes back to the people purchasing the drugs. So I have a lot of enemies out there. This may be the last time you'll see me for a while. J'ai beaucoup d'ennemis à l'extérieur et c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez avant un certain temps. A lot of very, very rich enemies, but they are not happy with what I'm doing. But I figure we have one chance to do it, and no other president's going to do what I do. No other president would do a favored nations, a rebate, a buy from... Voilà, donc il annonce qu'il doit disparaître. Et ça, évidemment, il n'est pas disparu. Le moment où est-ce qu'il disparaît, c'est maintenant. Donc, il annonce tout ça à l'avance et tout ça semble en effet être un plan préparé longtemps à l'avance. Alors, donc, il y a ça. Il y a aussi, donc, Trump annonce qu'il va devoir disparaître quelque temps. Il y a également un autre clip que je vais vous montrer où l'armée, c'est le général Milley, qui a été nommé par Trump, dit que l'armée n'est fidèle qu'à la Constitution des États-Unis. Il dit dans le clip, l'armée américaine est unique au monde parce qu'elle ne sert aucun gouvernement, elle n'a aucune fidélité au gouvernement, elle n'a pas de fidélité particulière au gouvernement, elle n'a pas de fidélité particulière, par exemple, au président, à un roi, à un tyran, etc. La seule fidélité de l'armée américaine réside dans la Constitution des États-Unis et ça en fait une organisation unique au monde et les soldats américains, les soldats de l'armée américaine sont prêts à mourir pour défendre la Constitution. Et ça vous indique pourquoi l'armée n'est peut-être pas aussi chaleureuse à Biden et ça explique en fait que l'armée n'est pas sous le contrôle de Biden. L'armée suit la Constitution et si la Constitution a été violée, ils ont le devoir de protéger la Constitution contre les ennemis étrangers et domestiques, les ennemis extérieurs et intérieurs. Et là, pensez dans le cadre d'une élection volée où l'ensemble du gouvernement a été acheté par une puissance étrangère, une des puissances étrangères. L'armée n'est pas fidèle à Joe Biden, l'armée est fidèle à la Constitution. Je vous montre le clip du général Milley. We can come here. We can see the relics and hear the stories through the eyes and the voices of the individual soldiers who endured so much for the cause of freedom and their unrelenting devotion to the Constitution of the United States, the moral North Star for all of us in uniform. It is that document that gives purpose to our service. It is that document that gives purpose to this museum. And we in uniform are willing to die to pass it on to the next generation. In it are the ideas and the values that make up this experiment called the United States of America. And the motto of the United States Army for over 200 years, since 14 June 1775, the motto has been, "This we will defend." And the "this" refers to the Constitution and to protect the liberty of the American people. You see, we are unique among armies. We are unique among militaries. We do not take an oath to a king or a queen, a tyrant or a dictator. J'ai déjà traduit un petit peu à l'avance, donc il dit qu'ils sont uniques. L'armée américaine est unique parce qu'elle ne prête serment à aucun roi, tyran, aucune personnalité particulière, aucun gouvernement. Elle ne prête serment que sur la Constitution des États-Unis. We do not take an oath to an individual. No, we do not take an oath to a country, a tribe, or a religion. We take an oath to the Constitution. And every soldier that is represented in this museum, every sailor, airman, Marine, Coast Guardsman, each of us will protect and defend that document regardless of personal price. Voilà. Donc, c'est ça. Là, parce que je vous amène tranquillement à l'article de Newsweek, là. Donc, Trump savait que l'élection allait être volée longtemps à l'avance. Il savait qu'il allait devoir disparaître un certain temps. Il l'a annoncé. L'armée n'est pas fidèle à Joe Biden. L'armée est fidèle à la Constitution. L'armée a les preuves du vol de l'élection. Sidney Powell a les preuves. L'armée a les preuves aussi, vous comprenez?
L'armée a été chercher le serveur en Allemagne, où les preuves de cette fraude ont été conservées. Et la question aussi après ça, c'est pourquoi est-ce que Donald Trump a nommé Chris Miller, le spécialiste des opérations clandestines aux États-Unis, des conflits de basse intensité, etc., pour seulement 2 mois. Chris Miller a été pour exactement le genre de conflit dans lequel on est entré présentement, c'est-à-dire une continuité de gouvernement clandestine pour survivre à une présidence temporaire de Joe Biden. C'est exactement la spécialité de Chris Miller, l'ancien secrétaire à la Défense. Donc, je vous montre après ça l'article de Newsweek. Donc, je suis tombé là-dessus hier soir. Newsweek, c'est un article en mars dernier. L'article titrait « Exclusive », une exclusivité à l'intérieur, Inside the Military's Top Secret Plans if Coronavirus Cripples the US Government ». Donc, Newsweek est allé rencontrer les militaires et a regardé, a eu accès, s'est entretenu au sujet de plans secrets de l'armée qui allaient être activés si le gouvernement était à tomber. Et là, pensez à Trump. Donc, cet article-là parle de continuité de gouvernement, c'est-à-dire que si le gouvernement Trump tombe ou est plus capable d'opérer, il y a des dispositions en place pour déléguer le pouvoir et pour que les opérations puissent continuer dans le cas où Trump ne serait plus président des États-Unis ou s'il y avait comment je pourrais dire, une rupture dans la chaîne de commandement, ou etc. Alors, c'est très intéressant. Maintenant, rappelez-vous que au moment où Trump met de l'avant ces plans spéciaux de continuité de gouvernement, ces plans plus que top secret de continuité de gouvernement, c'est-à-dire pour que son administration continue à opérer même si lui n'est plus là. Je veux dire, Trump est en conférence de presse à dire que le coronavirus, c'est la grippe. Donc, ils sont en train de préparer une continuité de gouvernement comme si le coronavirus était une guerre biologique. Ce que le Director of National Intelligence a dit en ondes, il dit c'est la Chine nous livre une guerre biologique essentiellement. Là. La Chine a déployé le coronavirus pour permettre aux démocrates de changer les lois électorales et de faire rentrer leur monde, de voler l'élection. Donc, une guerre biologique. Trump n'a pas contesté ça. Alors que Trump déploie un dispositif comme si c'était de la guerre biologique et que le gouvernement allait être décapité, en conférence de presse, il dit « Le coronavirus, c'est la grippe. » Je vous rappelle le clip. Tonight, you're minimizing the risk, the danger of the virus. Are you telling the Americans, except for the ones who are sick, not to change any of their behaviors? No, I think you have to always, I do it a lot anyway, as you probably heard. Est-ce que vous êtes en train de dire aux Américains de ne pas changer leurs habitudes de vie parce que le virus n'est pas très dangereux? Non, faites attention, comme la grippe, lavez-vous les mains, etc. Gardez vos distances avec les gens malades. Your hands, stay clean. You don't have to necessarily grab every handrail unless you have to. You do certain things that you do when you have the flu. I mean, view this the same as the flu. When somebody sneezes, I try and bail out as much as possible with the sneezing. Donc, c'est la grippe. Mais en même temps, il dit donc à tout le monde que c'est la grippe et on sait maintenant avec les statistiques que c'est la grippe. Sauf que, comme j'ai dit en début de Web Journal, ne jamais interrompre un ennemi pendant qu'il est en train de faire une erreur, alors que les démocrates disaient c'est très dangereux, etc. Il a dit OK, oui, c'est très dangereux et il a mis en place des plans de continuité de gouvernement dans l'éventualité où il ne serait plus là aux commandes. Et c'est fort probablement ce qui a été mis en place par Chris Miller dans la période d'intérim après l'élection, des opérations de continuité de gouvernement où le pouvoir a été délégué à l'armée et à certaines personnes, peut-être des personnes hautes placées dans l'administration. Peut-être que Mike Pence continue à opérer, peut-être que Ezra Cohen-Watnick, lui aussi, continue à opérer, un proche du général Flynn, etc. Donc, tout ça est fait de façon clandestine, tout ça est fait de façon plus que top secret.
Et donc, il y a la possibilité, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a la possibilité qu'un gouvernement continue, qu'une administration Trump continue à opérer, même s'il y a, selon toute vraisemblance, je veux dire, une marionnette Biden assis dans le bureau ovale. Et rappelez-vous, en ce sens-là, rappelez-vous les propos de Mike Pompeo qui disait qu'il y allait avoir une transition en douceur vers une deuxième administration Trump. Ça, c'est à travers la continuité de gouvernement. Et encore une fois, même chose aussi avec cette entrevue qui avait pris place vers la mi-janvier, où le chef de la garde nationale de D.C. a dit à George Stephanopoulos qu'il allait avoir une transition pacifique vers le pouvoir militaire. Vous l'avez tous vu, ça a circulé massivement sur Internet. Transition pacifique vers le pouvoir militaire. Maintenant, que dit l'article de Newsweek? Alors, l'article dit, c'est ça, dans l'éventualité où le gouvernement serait incapacité, décapité ou qu'il y aurait des problèmes à cause du coronavirus, il y a des programmes de continuité de gouvernement, COG, Continuity of Government, that includes evacuating Washington and devolving leadership to second-tier officials in remote and quarantine locations. Donc, pour des dispositions afin d'évacuer Washington et de transmettre le pouvoir à du leadership de second rang ailleurs dans le pays. Donc, on dit « But the coronavirus is also new territory where the military itself is vulnerable, bla 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 bla. » Donc, le coronavirus, c'est entièrement nouveau et ça nous amène en territoire, je veux dire, ce qu'ils appellent extraordinary circumstances. OK? Là, ici, c'est l'article continue. Above top secret contingency plans already exist for what the military is supposed to do if all constitutional successors are incapacitated. Donc, above top secret, il y a top secret, puis il y a au-dessus de top secret des plans, des provisions. Au-dessus de top secret, des plans, au-dessus de top secret, existent déjà afin de mandater l'armée pour prendre le contrôle si le gouvernement a été décapité. OK? Comme il s'est passé lors de l'élection. Lors de l'élection, l'élection a été volée, right? La Chine, l'Iran, plein de pays, l'Italie ont changé les votes et ont installé un faux président, Joe Biden. C'est comme si, c'est la même chose que comme si la présidence, je veux dire, avait été attaquée, le pays avait été décapité. Donc, standby orders were issued more than 3 weeks ago, hein, to ready these plans, not just to protect Washington, but also to prepare the possibility of some form of martial law. OK? Donc, ça, c'est presque il y a un an. Il y a 10 mois, il y avait déjà des plans pour une continuité de gouvernement, une forme de loi martiale limitée. According to new documents and interviews with military experts, the various plans, codename Octagon, Free Jack, and Zodiac, are the underground laws to ensure continuities of government. Donc, ce sont des lois souterraines. Ce ne sont pas des lois qui sont votées par le Congrès, ce sont des lois qui sont clandestines. Le public n'est pas au courant, le Congrès n'est pas mis au courant, ça s'applique sans faire appel à l'opinion publique ou au regard des autres politiciens. They are so secret. Hein, ils sont tellement secrets that under these extraordinary plans, devolution could circumvent normal constitutional provision for government succession and military commanders could be placed in control around America. Donc, ils sont tellement secrets que cette dévolution du pouvoir pourrait contourner la Constitution et même donner de l'autorité à des commandants militaires un peu partout autour du territoire américain. We're in new territory, says one senior officer. The entire post-9/11 paradigm of emergency planning is thrown out the window. Donc, à cause de la nouveauté du coronavirus, tout ce genre de plan-là qui était
qui avaient été mises sur pied pour le 11 septembre et ce genre de trucs-là ont été jetés aux poubelles et là, ce sont de nouveaux plans complètement revus qui ont été mis de l'avant. 7 secret plans, some highly compartmented, exist to prepare for these extraordinary missions. Donc, ce sont des plans compartimentalisés, compartimentés. C'est-à-dire que ce sont des plans pour la continuité de gouvernement que seules les personnes concernées qui doivent appliquer le plan sont au courant. OK? C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme si il y avait seulement les militaires ou une douzaine de personnes qui étaient au courant de ce plan-là, puis comme une vingtaine d'autres personnes qui étaient au courant de ce plan-là. Et si le Congrès ou si le secrétaire à la Défense de Biden essayait de savoir qu'est-ce qu'il en était, il n'aurait pas accès à ce genre de plan-là. Donc, ça permet le fait que ce soit above top secret, qu'on parle de continuité de gouvernement et que ce soit compartimentalisé, fait en sorte que tout ça, mis en place par Trump et Chris Miller, fait en sorte qu'une administration Trump peut avoir délégué le pouvoir à une administration qui continue sous Biden sans que Biden soit au courant de ça, puisque Biden est lui-même compromis, n'est-ce pas? Il a été installé par la Chine, etc. Donc, l'article continue, etc. Mais je voulais vous montrer, vous connaissez la série Designated Survivor? Hein, sur Netflix, eh bien, c'est ça, c'est exactement ça. C'est de la continuité de gouvernement. C'est-à-dire que dans Designated Survivor, ça commence et il y a comme une attaque sur le Capitole qui tue une continuité de gouvernement, c'est-à-dire que je vais l'expliquer pour les gens qui ne comprennent pas, c'est que si le président meurt, ben c'est le vice-président qui prend le contrôle. Si le vice-président, à son tour, meurt, ben la troisième personne dans la liste, dans la chaîne de commandement, c'est, je pense, la Speaker of the House, ça serait Nancy Pelosi. Si elle meurt, il y a comme probablement c'est le chef du Sénat. Puis après ça, ça continue comme ça. Et il y a une chaîne de succession, une chaîne de commandement. Et dans le film, dans la série Designated Survivor, il y a une attaque sur le Capitole explose. Et les 37 premières personnes de la chaîne de commandement, je pense que c'est 37, les 37 premières personnes de la chaîne de commandement meurent. Et lui, il est comme le 37e ou le 38e. C'est comme un kidam. Et il devient président des États-Unis par la force des choses. Je vous montre un petit clip là-dessus. Comment ça commence. It's weird. We'll come back on. See if you can get it to work. Yeah. No, I know. Ours just went black too. Tom? Oh my God. I'll get back to you. Mr. Secretary, you need to put the phone down. Mike, what the hell is going on? I said put the phone down. Okay, we've lost contact with the Capitol. We're sheltering in place until we know more. I need your government-issued BlackBerry. What? Do you have any other devices on you? Please check your bag. We're getting reports of some kind of explosion in or around the Capitol building. We are still working to Mr. Secretary, get away from the window, now! Oh my God. Voilà, donc ça, c'est justement, ça explique, c'est pas 24 heures chrono, non, c'est une autre série avec Kiefer Sutherland qui s'appelle justement Designated Survivor et qui parle de la continuité de gouvernement. Ce que j'essaie de vous transmettre dans ce web journal, c'est que Trump a utilisé la crise du coronavirus pour mettre en place des processus de continuité de gouvernement. Évidemment qu'il sait que le coronavirus n'est pas dangereux, il n'a pas besoin de processus de continuité de gouvernement avec le coronavirus. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il a utilisé la crise du coronavirus, sachant qu'il allait céder le pouvoir temporairement à Biden. Et la raison pour laquelle il avait l'intention de céder le pouvoir à Biden quelques mois, je vais l'expliquer dimanche, mais sachant qu'il allait devoir céder le pouvoir à Biden quelque temps, pour les raisons que je vais expliquer, il a mis en place, en utilisant le prétexte du coronavirus,
des processus de continuité de gouvernement qui permettent à son administration de continuer à opérer de façon clandestine. Et c'est ce qui explique à peu près toutes les anomalies qu'on voit depuis l'élection. L'armée est au courant du vol de l'élection, que le Congrès, que le Sénat et que la présidence actuelle avec Biden ont été compromis, que des acteurs étrangers ont placé leurs pions au pouvoir, qu'on est dans une situation extraordinaire. Et en raison de tout ça, la raison pour laquelle Trump a mis Chris Miller en place, c'est pour piloter, mettre sur pied et lancer les opérations de continuité de gouvernement parce que Chris Miller est un spécialiste là-dedans, dans ce genre de choses-là. Ça explique les raisons pour lesquelles l'armée a dit qu'elle allait avoir une transition pacifique vers le pouvoir militaire, que Mike Pompeo a dit qu'elle allait avoir une deuxième administration. Ça explique aussi les raisons pour lesquelles Mike Flynn a dit qu'il était certain à 100% qu'il allait avoir une deuxième administration Trump, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'y a pas de risque parce qu'on est dans une opération de continuité de gouvernement. Et là, ce que je voulais montrer, en fait, ce qui appuie encore plus cette théorie, on pourrait appeler ça une théorie de la continuité du gouvernement parce qu'on n'a pas de preuves solides, là. C'est ce qui est le plus logique. C'est le fait que le département de la justice a fait exactement la même chose avec John Durham. C'est-à-dire qu'en le nommant Special Counsel, comme j'ai expliqué, il a permis à John Durham de continuer. C'est comme une continuité de gouvernement du département de la justice. C'est une continuité de gouvernement version enquête Durham sous Biden. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Bill Barr a fait exactement la même chose avec l'enquête Durham. Il a permis la continuité de l'enquête Durham sous une administration Biden. C'est exactement comme Trump a fort probablement signé la continuité ou mis en branle une continuité de gouvernement temporairement sous Biden. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, là, c'est ça. Ce que William Barr a fait avec John Durham fait écho ou ressemble tout à fait à ce qui est écrit dans l'article de Newsweek, c'est-à-dire une continuité de gouvernement pour survivre à quelques temps, on ne sait pas c'est combien de temps, à une présidence Biden. Trump, qui avait prévu le coup déjà en 2018 avec son ordre exécutif et qui avait annoncé l'été dernier qu'il allait devoir disparaître quelque temps. OK? Alors, c'était compliqué à expliquer. Maintenant, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, Trump qui se sert des événements qui a l'air toujours désemparé, mais qui utilise les événements à son avantage. Comme je l'ai expliqué, il a laissé courir le coronavirus. Ça lui permet de déclencher des processus de continuité de gouvernement, de mettre en branle des trucs. Même chose après l'élection. C'est pour ça qu'il semble que Trump n'ait rien fait. Hein? C'est parce que tout a été fait clandestinement. Ça a été fait clandestinement. Pourquoi ça a été fait clandestinement? Parce qu'il fallait que Joe Biden soit là quelques mois. Je vais vous l'expliquer dimanche pourquoi. OK? Et même chose avec l'attaque sur le Capitole. Il aurait pu l'arrêter, mais il ne l'a pas fait parce que ça lui a permis, c'est ça, de déclencher, de signer des trucs, de faire en sorte que la Garde nationale soit stationnée de façon semi-permanente à Washington. NPR nous apprend que les troupes de la Garde nationale resteront probablement jusqu'à l'automne. Voilà. Alors, n'arrêtez jamais l'ennemi qui est en train de faire une erreur. Hein? Et je rappelle aussi que Trump n'a jamais concédé l'élection. Voilà. Alors ça c'était compliqué à expliquer, mais ça s'ajoute à l'analyse. OK? Pensez à cette histoire de continuité de gouvernement et ajoutez ça à l'analyse de la suite des événements. Ça explique tellement de choses. C'est comme une sorte de clé qui explique les propos de Mike Flynn, de Mike Pompeo, pourquoi ils sont tous confiants, pourquoi Mike Lindell produit une vidéo après que Biden est assermenté, alors qu'il aurait pu faire ça. Le vidéo qu'il a produit, là, où il montre la fraude et les attaques comme ça ici, là, le vidéo qui circule sur le vol de l'élection, aurait dû, normalement, si Trump avait réellement voulu se battre, il aurait dû être produit une semaine après l'élection. Avant que les grands électeurs se rencontrent en décembre, avant que le Congrès certifie en janvier, rien de ça. Donc, ils ont laissé sciemment tout ça. Pourquoi ils ont laissé les choses se dérouler? Parce qu'ils ont besoin d'une présidence Biden quelques mois et parce que, de toute façon, le processus était verrouillé avec un processus de continuité de gouvernement. OK?
Donc, c'est ça. Une question ou deux avant qu'on se quitte? Rappelez-vous les commentaires extrêmement élogieux de Chris Miller à Mike Pence. J'ai fait ça, les gens vont faire... Les commentaires tout à fait élogieux de Miller à Pence qui remercie Mike Pence pour son leadership dans les opérations militaires les plus complexes que les États-Unis avaient vues. De quoi il parle exactement? Vice President, I'm going off script again, I know, but I just want to personally thank you. We've been through some stuff. We've gone through some of the most complex military operations this country's ever conducted. Les opérations militaires les plus complexes. Il remercie Mike Pence pour être passé à travers avec lui les opérations militaires les plus complexes que les États-Unis aient jamais mises de l'avant. Vous comprenez que ça ne tient pas la route. Plus complexe que la guerre du Golfe, que l'Afghanistan, que le Vietnam. Your steady hand and your leadership during those was a great source of strength for me. Thank you for your... Voilà, donc, encore une fois, les gens ne comprennent pas Trump parce que Trump n'opère pas de façon conventionnelle. Trump n'est pas un président conventionnel. La situation aussi, ce qu'il essaie de faire, se débarrasser des élites mondialistes, c'est pas conventionnel, c'est impossible. Pour se débarrasser de gens qui ont essentiellement déjà gagné la partie, il faut changer les règles du jeu. Et c'est ce que Trump fait. Trump ne joue pas selon les règles. Flynn, Trump, les patriotes ne jouent pas selon les règles du jeu des élites mondialistes. Ils font leurs propres règles, comme des opérations clandestines les plus complexes jamais opérées par les États-Unis, de la continuité de gouvernement, installer un président fantoche quelque temps, le temps de... On verra ça dimanche. Voilà. C'est ça, l'échéance de mars, je sais pas. Hein, ça, c'est l'échéance de mars, c'était les bookies à Las Vegas qui donnaient mars comme... Tant que Durham n'a pas déposé son rapport ou des accusations, tant que Durham n'a pas agi, Trump ne reviendra pas au pouvoir. L'enquête Durham, les arrestations, whatever, ce que Durham a à faire, ça va se faire sous Biden. Et tant que Durham n'est pas sorti de son terrier, Biden va être encore en place. Donc, le curseur, c'est Durham. Voilà. Et c'est très difficile à analyser tout ça parce que, encore une fois, souvent quand j'analyse, les gens disent tu vends la mèche à l'ennemi, Alexis, t'expliques qu'est-ce qui est en train de se passer. S'ils écoutent Radio-Québec, ils vont savoir les... ça n'a pas l'air. Hein? C'est extrêmement... on est en territoire totalement inconnu pour l'analyse et parce que Trump a changé complètement les règles du jeu. Voilà. Pence et Barr sont des patriotes 100%. Pour éviter les émeutes, exactement, Babacool, Achir, exactement. Vous avez... voilà. Alors, c'est ça, c'est ce que j'avais... Donc, à rajouter, allez voir cet article de Newsweek. OK? Exclusive Inside the Military's Top Secret Plans if Coronavirus Cripples the Government. Après ça, allez vous dire que Trump a mis ces plans-là en branle alors qu'il pensait et il savait que le coronavirus était juste la grippe. Donc, il utilise le prétexte du coronavirus pour mettre en branle un plan de continuité de gouvernement au cas où il ne serait pas là, où il ne serait plus à la Maison-Blanche. Mélanger la continuité de gouvernement avec l'ordre exécutif de 2018, au fait qu'ils disent que je vais devoir disparaître, au vol de l'élection, après ça, à l'inaction de l'armée, etc., etc. Tout ça prend son sens maintenant. Et c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Voilà. Ah, il y a une dernière chose aussi, tant qu'à y être, là. On va se quitter sur Chomsky. Donc, j'ai parlé dans mon dernier webjournal de Chomsky. J'ai fait le pont entre Chomsky et 1984. Eh bien, Chomsky lui-même fait le pont entre, je veux dire, certains de ses propos et 1984.
dans un livre qui s'appelle Understanding Power, the Indispensable Chomsky, et c'est très intéressant ce qu'il dit. Donc, il y a une femme qui lui pose dans une section, à la page 100, c'est la page 121, une femme qui lui pose la question What's the trick to holding on and not giving up because it seems like a lot of people need it? Elle dit, donc, c'est désespéré, on ne peut pas changer le système, comment on fait pour continuer à s'accrocher et continuer à opérer? Et là, Chomsky dit « The trick is not to be isolated ». Le truc, c'est de ne pas être isolé. Si vous êtes isolé, comme Winston Smith dans 1984, then sooner or later, you're going to break. Alors, tôt ou tard, vous allez briser, comme Winston. Il vous garde isolé pour vous briser. Il nous empêche de manifester pour nous briser. OK? As he finally broke. That was the point of Orwell's story. C'était ce qu'essayait d'expliquer Orwell. Si vous êtes isolé, vous allez vous briser. Vous allez briser, vous allez éventuellement vous soumettre à l'autorité. In fact, the whole tradition of popular control has been exactly that. En fait, toute la tradition de contrôle social a été exactement ça. To keep people isolated, garder les gens isolés, because if you can keep them isolated enough, you can get them to believe anything. Hein? Donc, toute la tradition de contrôle social a été de garder les gens isolés parce que si vous pouvez garder les gens isolés suffisamment longtemps, vous allez pouvoir leur faire croire n'importe quoi, dit Chomsky. But when people get together, all sorts of things are possible. Mais quand les gens sont ensemble ou se rassemblent, toutes sortes de choses sont possibles. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec le coronavirus. Le fait qu'ils aient empêché les manifestations. Il y a une autre question qui est intéressante. Il dit, un homme qui dit ça a l'air sans issue, hein, on n'a plus d'espoir. Parce qu'on dirait que toute l'organisation, la presse, hein, les organisations médiatiques, bloquent toute dissidence ou tout discours contestataire. Alors, Chomsky répond, « Remember that the media have two basic functions. One is to indoctrinate the elite, to make sure that they have the right ideas and know how to serve power. » Donc, rappelez-vous que les médias ont deux fonctions principales. La première, c'est d'endoctriner les élites, faire en sorte que les élites aient les bonnes idées dans leur tête. Ça, c'est le premier rôle des médias, endoctriner les élites. Parce que les élites sont parmi les segments les plus endoctrinés de la société. Et le deuxième, in fact, it's typically the elites are the most indoctrinated segment of society because they are the ones who are exposed to the most propaganda. Hein? For them, j'essaie de trouver le deuxième point. Là. Et donc, il dit, pour les élites, il y a le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, etc. Mais pour la masse, il y a comme la télévision, le divertissement, etc., pour marginaliser et éliminer la grosse partie de la population. Souvent, on va voir aussi comme le sport, par exemple, va faire en sorte que les gens vont se concentrer sur d'autres choses. Les sitcoms, les émissions de variété, etc., fait en sorte que la masse est occupée avec des choses inutiles dans sa tête et ne se préoccupe pas de son sort et du pouvoir politique. Voilà. Alors, c'est très intéressant. Chomsky, ça fait écho à ce que je disais dans le dernier web journal. Autre chose, une dernière question? Je réponds même, en tout cas. Autre chose? Du pain et des jeux, exactement. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans un, selon moi, l'explication la plus vraisemblable, c'est qu'on est dans une séquence de continuité de gouvernement clandestine, exactement comme ce qui a été signé par Trump en mars dernier, sous le coronavirus. Chris Miller a opéré les changements nécessaires et a adapté la situation à la séquence post-inauguration. Et c'est ce qui explique toutes les trucs invraisemblables, les ruptures de sens depuis l'inauguration de Joe Biden. Ouais. Allez, on se quitte là-dessus pour pas que ce soit trop long.
On attend Durham. À la prochaine. Ah, oui, une dernière chose. Sur VK, je voulais juste dire sur VK, j'ai comme, vous voyez, là, sur mon compte personnel, j'ai 3200 amis, mais j'ai comme 28 000 personnes qui sont en attente. Je peux pas aller cliquer individuellement pour accepter les 28 000 personnes. Ça me prendrait probablement 2-3 jours à faire ça à temps plein. Il y a cependant une communauté qui s'appelle ici Radio-Québec, là, encerclée, jaune sur fond métallique, où est-ce que je vais publier mes trucs et voilà, donc c'est peut-être plus facile pour avoir des nouvelles plus rapidement. Donc, si vous n'êtes pas capable, si vous attendez depuis trop longtemps pour rentrer dans les amis sur le compte personnel, il y a cette communauté-là où est-ce que je vais publier mes trucs, puis vous allez recevoir les notifications. On remercie les gens qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. Alex Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5. Il y a des gens qui ont fait des dons sur PayPal. On les remercie aussi. Sur paypal.me/Alexis Cossette et sur Interact, on a reçu aussi d'autres dons. Donc, les gens continuent à nous appuyer. On vous remercie énormément. Alexis à radioquebec.ca. Question de sécurité, Alexis. Voilà. Alors, on se voit dimanche. On essaie de garder les dimanches, mais ça se peut que je fasse des petits... Si j'ai des idées qui me traversent la tête en cours de semaine, je ferai des web journaux spéciaux pour vous en faire part. Allez, salut tout le monde. 2 + 2 = 4.